Cette semaine, on assiste à la fin définitive de l'équipage des Rocks, et au moment où l'histoire change à jamais. Dans ce chapitre, Roger et Garp entrent dans la légende en affrontant un Chebek dévoré par la malédiction d'Imu, un monstre si puissant que même le ciel de God Valley ne l'a pas supporté. On va revenir ensemble sur la maîtrise incroyable du haki des trois grandes légendes que sont Roger, Garp et Chebek, et du nouveau cap qu'Oda semble poser, un haki plus précis, plus concentré, capable de briser n'importe quel pouvoir démoniaque. Mais malgré cette attaque combinée hors norme, peut-être la plus puissante qui nous a été donnée de voir, la mort de Chebek reste un mystère. God Valley n'a pas disparu comme la légende l'affirme, des incohérences persistent et tout indique que cette conclusion n'est pas la vraie fin. Yo les bros, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette review clôturant apparemment l'incident de God Valley. On ne va pas perdre plus de temps, et si vous voulez voir ma réact à ce chapitre, ça se passe ici. Je vous invite à liker cette vidéo et à vous abonner également, et dites-moi en commentaire d'après vous si oui ou non, Chebek est vraiment mort des suites de l'attaque de Garp et de Roger. Je vous laisse y répondre en attendant que cette review ne commence après un court placement de produit, alors merci les bros et à tout de suite. Avant de se plonger dans l'analyse de ce chapitre exceptionnel, laissez-moi vous présenter le sponsor de cette vidéo. Le monde du gaming mobile ne cesse d'évoluer, et pour ceux qui veulent vivre l'expérience de jeu la plus fluide et la plus performante possible, il y a un nouveau monstre de puissance, le Red Magic 11 Pro. Propulsé par le Snapdragon 8 Elite Gen 5, le processeur mobile le plus rapide au monde et jusqu'à 24 Go de RAM, ce smartphone est une véritable machine de guerre taillée pour la compétition. Il combine puissance brute et stabilité grâce à son système de refroidissement liquide Aquacore, une première mondiale avec un ventilateur turbo étanche interne à 24 000 tours par minute, une chambre à vapeur 3D de 13 116 mm² et un métal liquide composite 3.0. Avec ça, c'est ciao la surchauffe, que de l'histoire ancienne. Côté autonomie, le Red Magic 11 Pro embarque une batterie de 7500 mAh capable de tenir plus de 30 heures d'utilisation et se recharge complètement en à peine 1 heure grâce à la recharge ultra rapide de 80 watts, qu'elle soit filaire ou sans fil. Son écran AMOLED de 6,85 pouces à 144 Hz et 1800 nits de luminosité offre une clarté et une fluidité tout simplement exceptionnelles. Ajoutez à ça un design transparent futuriste, un son stéréo haute fidélité et vous obtenez un smartphone qui transforme littéralement votre façon de jouer. Et c'est pas tout, le Game Space de Red Magic vous permet de personnaliser chaque détail de vos sessions avec un coach IA, un prédicteur de victoire et même des commandes vocales intégrées. Le Red Magic 11 Pro sera disponible dès le 19 novembre sur redmagic.gg avec une offre de précommande dès le 13 novembre pour profiter d'un accès anticipé et de bonus exclusifs. Un immense merci à Red Magic de soutenir cette vidéo. Si vous voulez découvrir le smartphone gaming le plus avancé au monde, rendez-vous dès maintenant sur le lien en description pour en savoir plus. Le premier sujet de cette review sera pas des plus joyeux car il acte la fin définitive de l'équipage des Rocks, ils se séparent, ça y est. Tout le monde abandonne le navire, ça on s'y attendait, mais c'est surtout la réaction de Kaido, Big Mom et Newgate qui est assez étonnante puisque aucun d'eux ne semble davantage se soucier de leur capitaine. Non, là le but c'est de se barrer de God Valley et c'est tout. Et du coup, si on fait un bref tour de l'équipage, c'est pas forcément fameux hein. Kyo, Shikist, Shiganzui, ils sont partis comme ils sont venus en ne faisant rien, pas de combat marquant, pas de prise de parole marquante, pas d'interaction avec leur capitaine ou d'autres, c'était assez déroutant de les voir autant faire acte de présence. Et encore acte de présence pas vraiment non plus puisqu'on les a pas vus, Gloriosa elle n'est même pas réapparue depuis qu'ils ont débarqué sur l'île. J'avoue que je sais pas trop quoi en penser de tout ça là et que même si il n'y allait pas forcément avoir un développement détaillé de tous les Rocks sur God Valley, je m'attendais à en savoir un peu plus sur eux, leur technique, leur puissance, peut-être même leur prime, qui sait. Et là, l'incident semble se clore sans même que l'on découvre la prime de Chebek. Je trouve ça assez frustrant et ça le sera encore pire si Oda s'amuse à tout dévoiler dans les SBS. Bon, après ça ce sont les randoms des Rocks, en vrai à part Shiki honnêtement, j'en attendais pas des masses, sauf Gil Bastard qui lui est le plus intéressant dans cette séparation, puisqu'on le voit accompagné d'un fantôme un peu à la manière de Perona avec son Oronomi. Et c'est littéralement ça. Gil Bastard devait avoir à l'époque le fruit de Perona, pouvoir qu'elle a récupéré peut-être en même temps que Moria a récupéré le cadavre de Jill. Donc c'est cool encore une fois de voir le passé d'un fruit du démon, mais surtout que c'était étonnamment aussi évident que Jill ait ce pouvoir. En fait, vous n'êtes pas sans savoir que ce personnage vient du one-shot Wanted d'Oda, dessiné bien avant One Piece. Dedans, Gil Bastard était un espèce de bandit particulièrement doué au tir, qui avait la particularité de pouvoir voir le fantôme d'un des ennemis qu'il venait de tuer. Voir un fantôme dans Wanted et avoir le Oronomi dans One Piece, je trouve ça vraiment plutôt bien amené, surtout quand on connaît l'existence de ce personnage dans l'équipage de Moria, dont faisait partie Perona. C'était la petite minute culture, mais honnêtement, c'est très bien trouvé et très clean.
très smooth. Et concernant Kaido, Big Mom et Newgate, qui étaient partis pour être les coachs de God Valley aux côtés de leur capitaine, c'est un peu moins smooth, justement. La finalité, c'est que ils se sont fait laver par leur capitaine, qu'ils ont bien vu qu'il n'était pas dans son état normal, mais ils n'ont pas tenté d'en savoir plus, de lui venir en aide, que dalle. Finalement, les seuls qui ont vraiment assumé, ce sont Roger et Garp. Ce ne sont pas des dits pour rien. Alors Kaido et Big Mom mentionnent justement l'histoire de la dette à vie, là, de façon à justifier les propos de l'impératrice 38 ans plus tard. Je me passe de commentaires là-dessus, honnêtement, voilà. Newgate, de son côté, a goûté au vent des Davy, là, et n'a pas non plus cherché à retourner les dés. Par contre, il commence déjà à créer le futur de son équipage. Souvenez-vous, il y a de ça quelques chapitres, un personnage était apparu sur God Valley, ressemblant vaguement à ce que pourrait être Marco, et combattant un peu de la même manière que lui. Ça faisait réfléchir, puisque Marco, à l'époque, il était censé avoir quoi, à peu près 7 ans. Impossible de le voir ici, dans une guerre pareille. Figurez-vous qu'on n'avait pas tort lorsqu'on rigolait en disant que ça pouvait être son père. Voici Polo Gram, un admirateur de Barbe Blanche qui souhaite s'allier avec lui. Ouais, Polo, le père de Marco Polo, One Piece 2025. Bravo. Alors, c'est marrant tout ça, mais une vraie question se pose du coup. Le père de Marco était le premier Nakama de Barbe Blanche, mais il est où maintenant? Parce que quand même, quasiment 40 ans plus tard, aucun signe de vie de lui dans l'équipage de Newgate, et surtout, Marco considère Barbe Blanche comme son père. Il y a donc fort à parier que Polo ait bien aidé à la fondation de l'équipage de Newgate, mais qu'il soit décédé peu de temps après, ce qui fut un déclic pour Barbe Blanche d'adopter Marco et de considérer les âmes égarées rejoignant son équipage comme ses fils. Finalement, Newgate aurait fait ce que Kaido a fait pour Hanafuda, en prenant soin de Page One et Ulti, les deux enfants de l'ancien Shichibukai. Là maintenant, on pourrait se demander de quel équipage Polo était le membre. Sachez que sur God Valley, il y avait un peu toutes sortes de pirates, dont des pirates de renom pas forcément alliés ou membres des Rocks, donc Polo devait faire partie de l'un d'eux. Voilà, un peu des randoms, mais pas totalement. Bon, et du coup, voilà pour le côté équipage des Rocks. C'était pas la partie la plus fameuse du chapitre, mais d'autres trucs très bons arrivent, donc on continue. Et ça enchaîne d'ailleurs sur de l'excellent même, puisque Dragon est vu menaçant son chef d'escouade pour prendre à bord des citoyens restants. Alors c'est une petite scène, mais c'est suffisant pour confirmer que Dragon quittera la marine directement après les événements de God Valley, et pas plus tard, car se rebeller contre un marine de haut rang lui aura sans doute valu de très gros problèmes, de toute façon, donc sans doute un bannissement complet de l'institution. Voilà, donc s'il y avait un doute, plus besoin d'en avoir. C'était les derniers moments de Dragon dans la marine. On arrive désormais à la partie du combat final entre Roger, Garp face à Chebek. Les attaques de Roger et Garp ne parviennent pas à blesser Chebek, qui a un haki bien trop puissant. D'ailleurs, la confrontation de ces trois monstres utilisateurs de haki des rois séparera le ciel de God Valley en deux, témoignant de l'intensité de leur affrontement. Ou alors, autre possibilité, c'est Chebek qui séparera le ciel en deux en repoussant de lui-même les attaques de Roger et de Garp, et là, ça serait littéralement une première dans l'histoire de One Piece qu'un seul homme soit capable de cet exploit. Mais Roger et Garp se retrouvent face à un dilemme. La résistance de Chebek est telle que leurs attaques habituelles ne peuvent briser la barrière de son haki des rois. Il reste une solution, la combinaison de leur technique ultime en utilisant tout le haki des rois qu'ils peuvent posséder pour briser la garde de Chebek. Un plan risqué car si insuffisant, Roger et Garp seront à bout d'énergie, incapables de se défendre de la furie de Chebek, signant inévitablement leur mort. Le tout pour le tout, Roger et Garp utilisent alors toute leur puissance dans leurs techniques respectives, parvenant enfin à briser l'invulnérabilité de Chebek ainsi qu'à le libérer de la malédiction d'Imu. Personne ne le voulait, mais ça y est, c'en est fini de Chebek. Ou presque. Donc, nous allons maintenant analyser tous ces sujets en long, en large et en travers pour bien comprendre tout ce qui s'est passé et toutes les conséquences que ça a eu ou que ça aura encore et toutes les particularités à côté desquelles vous auriez pu passer. On va directement commencer par analyser les techniques de Roger et de Garp. Et ouais les gars, c'est pas tous les jours que nous voyons le héros de la marine et le roi des pirates combattre au maximum de leur puissance en utilisant leur technique ultime. Déjà, je tiens à noter que même si j'étais un petit peu déçu de ne pas voir Chebek davantage interagir avec eux, j'ai quand même eu ma petite émotion de voir Roger et Garp regretter autant ce qui arrive à leur adversaire. Voilà, c'est leur expression, etc. Ça se voyait qu'ils n'avaient aucune haine envers lui, ils ne le voyaient pas comme un monstre, mais comme une espèce de victime. Leur réaction non plus n'était pas dans la démesure, et ça a vraiment aidé à apprécier davantage le moment. Donc Oda n'est pas allé dans un truc caricatural à souhait, avec un Garp voulant à tout prix vaincre les pirates, ou un Roger heureux d'affronter un monstre d'une puissance supérieure. Non, ils étaient
premiers degrés touchés, impactés par la situation de Rox. Et moi, j'ai vraiment aimé les voir comme ça. J'en ai vraiment davantage apprécié la scène. En fait, ça a vraiment embelli le truc. Voilà. Bon, maintenant, parlons de leur attaque finale. Alors, la partie Haki viendra bien après. J'ai préparé une longue analyse sur ce pouvoir et son utilisation. Je veux juste débrief un peu ce qu'on vient de voir avec Garp et Roger. Le héros de la marine utilise la technique Infinitum Explosion qui le montre asséner plusieurs coups de poing qui transpercent la forme démoniaque de Chebek, des coups évidemment imbibés de Haki des rois, mais pas seulement. En effet, il y a deux particularités dans l'attaque de Garp. La première, c'est que certains de ses points semblent plus gros. Alors c'est à 99% un effet de style, je pense, pour donner au lecteur la vraie sensation d'impact, de rapidité et de puissance dans ses coups, mais quand même dans un monde où Zoro parvient à suffisamment gonfler ses biceps pour ressembler à un gorille, il n'est pas impossible que l'attaque de Garp démontre clairement et fidèlement des points qu'il a vraiment gonflés en concentrant son énergie dedans. Évidemment, ça vous aura aussi rappelé le Elephant Gatling de Luffy, les Monkey D sont décidément des monstres au corps à corps, et Luffy tire bien de la puissance de son grand-père. L'autre particularité chez Garp, qui se retrouve aussi chez Luffy, c'est qu'en plus de ces énormes points, vous pouvez distinguer des effets de feu autour de ses coups, comme l'emblématique Red Hawk de son petit-fils. Là, c'est giga intéressant, car en plus de Luffy, c'est un rappel direct à l'une des techniques de Katakuri, le Yakimochi, qui balance un point de mochi s'enflammant. Apparemment, ça serait dû à la friction de l'air, mais on peut encore une fois se demander si ça ne vient pas du Haki tout simplement. Luffy, Katakuri, maintenant Garp, ce sont des utilisateurs extrêmement avancés du Haki, et même si l'un d'eux fait un petit peu tâche aujourd'hui comparé aux deux autres, le point enflammé pourrait devenir une habitude pour ceux utilisant le Haki de l'armement à son plus haut niveau. Après, l'histoire de la friction tient quand même toujours assez bien, surtout quand, avant d'asséner son attaque, Garp semble s'échauffer dans les airs pour préparer son coup. Autre chose intéressante, c'est que l'attaque de Garp peut se traduire littéralement par coup de poing explosif, ce qui est plutôt raccord avec l'effet enflammé de ses coups. Donc voilà les petites particularités autour de l'attaque de Garp. Passons à Roger puisqu'on va rester dans le thème du feu également. Sa technique signifie littéralement Ino Kagutsushi, qui est une référence directe au dieu du feu japonais Kagutsushi, expliquant ainsi le rapport avec Ace, son fils, utilisateur du Mera Mera no Mi, le Logia du feu. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'en plus du rapport avec le feu, un autre élément relie Ace à cette divinité. Kagutsushi est le fils d'Izanami et d'Izanagi, les créateurs du monde et du Japon. Lors de sa naissance, Kagutsushi a tellement brûlé sa mère Izanami qu'elle mourut de ses blessures, rappelant alors la triste fin de Portgas dit Rouge qui périt en mettant au monde Ace après l'avoir porté pendant 20 mois. Voilà, donc ça peut expliquer pourquoi Oda a choisi cette divinité précisément. Notez aussi que Izanagi, le père de Kagutsushi, était tellement triste et énervé de la mort de sa femme qu'il a coupé son fils en 8 morceaux grâce à son épée légendaire, ce qui donna ensuite naissance aux 8 dieux de la montagne. J'ai trouvé ça intéressant pour le coup parce que lorsque Roger coupe Chebek, on a presque la sensation de pouvoir y voir 8 entailles également. Mais bon, je m'avance peut-être un peu trop dans le parallèle, restons-en là, au moins vous avez la ref. Sinon, concernant la technique de Roger, je pense pas qu'il y ait bien autre chose à analyser et que le lien avec Ace se fait aussi par sa lame qui porte ce nom. Faudrait quand même un jour vraiment se poser pour découvrir comment et pourquoi Roger avait ce lien avec le prénom Ace, pourquoi ça l'importait autant et qui était Ace pour lui en fait. Il est totalement imaginable que Roger ait également été inspiré par quelqu'un avant lui et que son mentor ou cette légende s'appelait Ace, à l'image de Davy Jones pour Chebek. Je vous dévoilais dernièrement ma théorie sur le clan d'Eddie et les légendes et cultures orales qui y sont transmises. Je vous disais que tout comme dans le clan des Davy, le clan de Roger, les Goldie, pouvaient être les héritiers de quelqu'un ou quelque chose. Et si, en remontant jusqu'au siècle oublié, le représentant des Goldie s'appelait Ace, que Roger ait renommé sa lame en l'honneur de cet homme et que s'il venait à avoir un fils, alors son nom incarnerait une véritable légende d'Eddie d'il y a 800 ans. Dites-moi ce que vous en pensez, mais personnellement, j'aime beaucoup cette théorie. Nous découvrons donc que le Haki des rois de Chebek est si puissant, si spécial qu'il est capable de nullifier l'attaque de ses adversaires, même si ces derniers sont des légendes comme Roger et Garp, bien connus pour leur Haki d'un tout autre niveau. Un nouveau niveau de Haki est donc révélé, ou du moins est confirmé, car oui, ce que Chebek fait dans ce chapitre, donc annuler les attaques ennemies, etc., ça me fait quand même beaucoup penser à ce que Shanks est capable de faire. Bien qu'on ne l'ait pas beaucoup vu à l'action et que le film One Piece Red n'ait pas été forcément à la hauteur de nos espérances à ce sujet, le databook 4 milliards sorti en même temps que le film confirme par les mots d'Oda que Shanks peut utiliser des techniques de Haki des rois avancées, notamment une qui lui permet de contrôler sa présence et d'empêcher les autres de voir dans le futur. Cette particularité fait de Shanks un tueur de Haki de l'observation, et aujourd'hui j'ai l'impression qu'Oda cherche à nous faire comprendre que Chebek est lui le tueur du Haki de l'armement. Cette barrière qui le protège des attaques contre des experts du Haki tels que Roger et Garp
Je le répète, mais c'est un exploit réservé au top 3 ou top 4 des plus puissants personnages que One Piece ait pu connaître. Quel monstre! Moi, ce qui m'intéresse le plus dans cette histoire finalement, c'est que ça confirme bel et bien cette pensée que j'ai depuis des années, et même ça confirme que le virage que prend One Piece axe davantage le gain de puissance de ses Zanta et protagonistes par le haki. En fait, c'est pas vraiment correct quand je parle de virage. Oda a toujours fait en sorte d'ajuster le haki et de le mettre à jour constamment depuis le moment où il a été officiellement introduit comme une source de pouvoir par Rayleigh à partir de l'ellipse. C'est juste que le ressenti depuis Whole Cake et même surtout depuis Wano Kuni s'est amplifié. Le haki n'est plus un support dans les combats, ce n'est plus un élément de second plan, mais bel et bien une solution pour vaincre son adversaire. Le haki l'observation avancée que Luffy a éveillé face à Katakuri l'a aidé à le vaincre. Le haki de l'armement et des rois recouverts lui a totalement permis de vaincre Kaido, puisque même avec son Gear 5, sans cette capacité, le Bajrang Gun n'aurait probablement pas résisté aux flammes ardentes du Kaien Daiko. Et finalement, aujourd'hui sur Elbaf, que ce soit face au Chevalier Divin ou ici même dans ce flashback, le haki des rois est devenu littéralement la seule source de pouvoir capable de contrer les démons du gouvernement, au point où les fruits du démon n'apportent aucune véritable plus-value, contrairement au scénario précédent. Cette direction prise est assumée et donc je trouve passionnante, car sans même ouvertement le dire, Oda nous fait comprendre depuis des années que notre regard doit davantage se porter sur le haki que sur les fruits du démon. Et ce bien avant que Kaido nous fasse son speech à ce sujet au chapitre 1047. Mais surtout le plus fou dans tout ça, c'est que c'est totalement contradictoire avec la fin de l'œuvre, puisque nos protagonistes ne cessent de faire face à des êtres tels que ce qu'on considère comme la mère des démons, Imu, qui pourrait parfaitement être à l'origine de ses pouvoirs, ou pire encore, que l'un des deux prétendants au titre d'ennemi final de Luffy possède littéralement deux fruits du démon, chose jamais vue auparavant. C'est cette contradiction qui m'a poussé à théoriser à de nombreuses reprises sur la déchéance des utilisateurs des fruits du démon, ou plus particulièrement sur la mise en lumière du seul vrai et pur pouvoir qu'est le haki. Les fruits du démon sont des pouvoirs contre nature destinés qu'à apporter du chaos, de l'instabilité, du contrôle et de la manipulation sur un monde déjà fragilisé. Ces pouvoirs sont tellement contre nature que la mer elle-même les rejette et leur soustrait leur capacité à nager. Les fruits du démon sont à l'origine de véritables catastrophes, et ça dans bien trop d'arcs de One Piece. Bonclé a manipulé l'image du roi Cobra avec son Mane Mane no Mi, Ener grâce à son Logia a porté une crainte permanente aux Skypéens et a fini par détruire leur île par ce même pouvoir. Moria a retiré les ombres de quiconque traversait sa route, les obligeant à vivre dans l'obscurité. Doflamingo a lui aussi manipulé le roi Cobra tel un pantin à travers son fruit du démon, provoquant la chute de son royaume. Les exemples sont effectivement très parlants. Aujourd'hui, nous avons littéralement un homme qui possède le pouvoir des ténèbres, le plus démoniaque de tous, mais surtout le pouvoir de détruire le monde en provoquant tremblements et tsunamis partout sur le globe. Comment faire plus démesuré? C'est précisément pourquoi je dis, et je pense toujours depuis plusieurs années, que Barbe Noire sera consumée par ces fruits du démon, que son corps et son esprit ne pourront indéfiniment supporter le poids de deux malédictions, et qu'en tant que roi des fruits du démon, notamment avec le Yami Yami no Mi, il sera celui qui annulera le fruit de Luffy, le fruit de Nika. D'une façon ou d'une autre, Barbe Noire tuera Nika, il détruira l'existence du dieu solaire, car c'est justement tout le principe de ces ténèbres, d'absorber les autres fruits du démon. Mais Luffy aura beau se retrouver sans ce fruit, sans ce pouvoir qui le définit depuis le premier chapitre, que ça ne changera aucunement la finalité de l'œuvre ou l'héritage qu'il va laisser au monde, car Luffy l'emportera sur ses adversaires, que ce soit Barbe Noire ou Imu, principalement grâce à son haki des rois, grâce à sa volonté. C'est le pouvoir le plus pur, c'est le pouvoir qui contre les fruits du démon sans pouvoir être contré à son tour, et c'est surtout, comme nous le voyons encore aujourd'hui, ce qui semble représenter le futur des grands combats de One Piece avec des utilisations toujours plus avancées et innovantes des différentes formes du haki. Et justement, concernant les nouvelles techniques avancées du haki des rois, c'est bien de faire un petit peu le point sur ce qu'il est possible de faire ou non avec ce pouvoir suivant son degré d'utilisation. Donc de base, on est d'accord, il permet de mettre KO des ennemis plus faibles ou de dompter des animaux sauvages, c'est vraiment le niveau 1 du truc. Ensuite, il y a cette espèce de mélange de haki de l'armement et de haki des rois, en même temps permettant d'augmenter la puissance des attaques. C'est un peu un truc qu'on a pu voir face à Doflamingo ou Katakuri, qui l'utilisaient eux aussi. Et là, on est rentré justement dans l'utilisation avancée. Le haki des rois peut se revêtir et former à la fois une arme et une protection, créant des scènes surréalistes de clash sans se toucher quand deux maîtres dans ce haki s'affrontent, donc typiquement Luffy et Kaido, Roger et Barbe Blanche. On a ensuite le cas du tueur de haki d'observation avec Shanks. Voilà, on sait pas exactement comment ça se passe, mais il est possible que son haki soit tellement concentré qu'il en vienne à perturber son ennemi. Je pense au cas de Ryukugyu qui s'est retrouvé paralysé par son haki alors que des kilomètres les séparaient. Son aura était telle qu'elle a vraiment tout transcendé, et je serais pas étonné que ça empêche les utilisateurs de haki d'observation à voir dans le futur, surtout quand ils
faut être calme et concentré pour utiliser ce pouvoir. Finalement, on découvre aujourd'hui avec Chebek que son Haki des Rois lui offre une véritable protection, annulant toutes les attaques qui le visent, telle une barrière d'aura invisible. Ça ok, maintenant il faut penser à la suite car de nouveaux pouvoirs autour du Haki des Rois vont être dévoilés, ou plus précisément, d'anciennes capacités seront améliorées. En effet, le Haki des Rois permet de dégager une aura capable de faire pression sur ce qui entoure l'utilisateur, comme Shanks sur le bateau de Newgate. Cette pression semble pouvoir être utilisée de deux façons, une première en étant entièrement relâchée et donner lieu à une scène similaire à Garp et à son Galaxy Impact sur la ruche. Son point a fait l'effet d'une véritable bombe car ça serait toute la pression de son Haki relâchée d'un seul coup dans une large zone. La deuxième utilisation est celle qui nous intéresse le plus car à mon sens sera celle qui sera prochainement vraiment dévoilée et utilisée dans l'histoire. À l'inverse d'être entièrement relâchée, la pression de fou du Haki des Rois serait canalisée en un seul et même point, en une seule et même attaque. Nous l'avons vu aujourd'hui avec justement Roger et Garp qui est arrivé à surpasser le Haki de Chebek grâce à cette méthode en canalisant leur pouvoir en un seul point. Mais pas seulement, un autre personnage tout juste avant ce flashback nous a fait une démonstration à peu près similaire, c'est Gaban. Il a réussi à surpasser la régénération des chevaliers divins grâce à cette technique, expliquant pourquoi il conseille à Luffy de garder à l'esprit la façon d'utiliser le Haki des Rois au chapitre 1152. Et quand on analyse un peu cette fameuse scène de son attaque contre Sommer, eh bien contrairement à toutes les autres démonstrations de puissance et de technique avec du Haki des Rois, les effets visuels sont très atténués chez Gaban. Lorsqu'il tranche Sommers, il n'y a qu'un seul éclair de Haki, très discret, pareil sur sa hache après l'attaque, et encore pareil lors de son coup final, qui se traduit encore par un simple éclair de Haki. C'est un choix artistique très important et intéressant qu'Oda a fait, changeant totalement des excès de Haki utilisés dernièrement, et je pense que c'est précisément car c'est là où nous nous dirigeons dans le futur de ce pouvoir, une utilisation plus précise, plus chirurgicale de ce Haki. Une pression et une puissance concentrées en un seul et même point, capable de perturber la régénération illimitée des démons du gouvernement, ou dans le cas de Roger et Garp, d'outrepasser le Haki de Chebek et l'emprise démoniaque qu'Imu avait sur lui. Voilà donc mon avis et mon analyse sur le Haki. J'ai peut-être enfoncé des portes ouvertes sur certains points, mais comme je vous l'ai dit, ça fait vraiment plusieurs années maintenant que je tiens ce même discours sur ce pouvoir. Aujourd'hui était une très bonne occasion de faire le point, une mise à jour tout en analysant le clash final de Roger Garp face à Chebek. Bon, et finalement, le dernier sujet abordé ne serait pas simplement est-ce vraiment la fin de Chebek? Je dois avouer que ça me paraît bizarre. Cet incident de God Valley est généralement très chelou, surtout dans sa conclusion, déjà car Imu repart simplement sur un bateau avec Saturne, sans avoir rien fait de plus sur God Valley et laissant le destin des dix se faire. Moi, je suis à la place en tant que grand méchant de l'histoire affrontant ses pires ennemis de 800 piges, je m'assure qu'ils soient tous morts avant de partir, mais non, Imu n'est finalement venu que pour transformer Chebek. Ok, c'est un peu léger je trouve, mais admettons. Ensuite, les chevaliers divins, eux, ils ont totalement disparu du paysage depuis plusieurs chapitres. Sans langue de bois, on peut même dire qu'ils ont servi absolument à rien et que Garling a définitivement usurpé son titre de champion de God Valley, puisque la seule chose qu'on l'a vu faire, c'est attaquer des innocents ou se coucher au sol quand son adversaire est Chebek. Les autres chevaliers divins étaient censés protéger les dragons célestes, sauf que les dragons célestes n'ont pas été vus être attaqués par des pirates, donc en vrai, on a vraiment la sensation qu'ils ont servi à que dalle. Ensuite, pour God Valley, ce qu'on pensait de base être une île ayant littéralement disparu, n'a en fait été que rayé des cartes, et là, c'est encore une fois pas 1000% cohérent avec le chapitre 957, puisque Sengoku dit bien qu'en plus d'avoir été effacé des cartes, God Valley a en réalité complètement disparu sans laisser de traces. Donc quand Imu quitte God Valley, et que le chapitre se clôt sur l'attaque de Roger et Garp, on voit bien que l'île, ou ce qu'il en reste, n'a pas disparu. Elle est là, en ruine, mais comme il restait les vestiges d'Ohara que Vegapunk, Dragon et les géants ont visité. Donc soit c'est totalement ok de laisser God Valley tel quel et de laisser les lecteurs imaginer la mort de Chebek sans la voir, soit il va y avoir une suite à cet incident qui va recoller tous les morceaux ensemble et donner peut-être un peu plus de cohérence à ce qu'on vient de dire. En gros, derrière cette sensation de fin se cacherait une suite qu'on pourrait avoir au prochain chapitre, celui encore d'après, ou même plus tard, peu importe. À un moment, on découvrira ce qui s'est vraiment passé après l'attaque de Roger et de Garp. Cette scène servirait à confirmer la mort ou la survie de Chebek sans nous laisser dans le doute de cette fin de chapitre-là. On y aurait une prise de parole de Chebek, car il serait vraiment étonnant qu'avec tous les discours qu'il prenait tout le long de son flashback, il n'utilise pas la voix de toute chose introduite dans le chapitre précédent pour communiquer une dernière fois avec les deux autres dits qui l'ont libéré de ce fardeau. À partir de ce moment-là, t'as deux hypothèses. Nous voyons véritablement la mort de Chebek dans la destruction de God Valley,
Valley, là où la disparition sans laisser de traces de Sengoku prendrait sens, soit Chebek reste sur God Valley, qui n'est pas détruit, et le doute persiste, attendrait-il toujours là-bas depuis 38 ans, ni mort ni vivant, car toujours en partie atteint du Domiriversi Dimmu, lui octroyant une immortalité. Dans ce scénario, on peut imaginer un tas de choses loufoques, notamment que Teach est déjà allé rendre visite à son père, et peut-être que grâce à son fruit des ténèbres, il soit parvenu à annuler la malédiction Dimmu et à le libérer de ce fardeau, ou bien qu'après des attaques de feu et d'explosions avec Roger et Garp, Chebek soit véritablement l'homme à la cicatrice de feu, errant sur les mers avec un rod poneglyph, mais ça bouge pas, depuis toutes ces années, j'ai toujours autant de mal à imaginer cette théorie. Quoi qu'il en soit, peu importe, je pense personnellement d'un avis de lecteur et non de youtubeur, qu'il faut qu'on ait une vraie conclusion à God Valley supplémentaire à ce chapitre, et si elle a le malheur de ne pas arriver tout de suite, comme je le disais, alors il y a quand même un autre espoir, cet espoir se nomme Garp. Je n'arrive pas à m'enlever de la tête que de toute façon, à un moment ou l'autre de One Piece, nous allons avoir le flashback de Garp, c'est obligé, c'est le grand-père du héros, présent depuis avant même la création officielle de One Piece dans Romance Down, tout en étant aujourd'hui dans une situation délicate en étant capturé par le fils de Chebek. Il est la figure principale de la marine, mais aussi un dit et un proche de Roger, c'est pas vraiment son histoire, pourtant il coche toutes les cases pour en être le héros. Donc forcément qu'on aura son passé, mais on découvrira surtout sa propre vie dans la marine et l'impact qu'a eu God Valley sur lui. Plus encore, nous verrons vraiment ce qui s'est passé après la page finale de ce chapitre 1165. Car qui d'autre que Garp pour nous dévoiler? Entre Roger et Chebek, il est le seul encore en vie pour mettre en lumière la vérité sur ce jour où le père de Teach est mort. C'est le seul personnage en One Piece à avoir été le témoin de ces derniers instants. Alors oui, comme je le disais, si ce sentiment de rester sur sa faim persiste même après le prochain chapitre, pas de panique, il faudra juste attendre encore un peu, mais je suis persuadé que la suite nous sera révélée avec le point de vue du héros de la marine qui nous révélera la vraie fin de Chebek après son attaque combinée avec Roger. Ok, bon. Je pense avoir plutôt bien débrief tout ce qu'on a pu voir, mais vous vous en doutez, ce n'est pas terminé puisqu'il est l'heure de répondre à vos questions posées sur la vidéo de ma chaîne secondaire, qui est sortie hier d'ailleurs. Alors c'est parti pour un nouveau courrier de Goji. Alors attention, parce que Garp n'a pas utilisé du Haki des rois revêti, c'est sous-entendu puisque Roger en parle comme si Garp ne savait pas le faire, donc peut-être qu'il peut l'avoir revêti dans le futur, mais à l'instant de God Valley, il ne l'a pas. De toute façon, au début, on disait que Garp n'avait pas le Haki des rois. Maintenant que c'est confirmé et qu'il l'a, on arrive encore à trouver des moyens de discréditer ce qui est littéralement dit et montré dans le chapitre. Roger le dit très bien, il faut surpasser le stade du Haki des rois pour le vaincre. Et Garp répond, tu veux balancer notre Haki des rois à pleine puissance. Donc si, très clairement, il est question d'utiliser le Haki des rois revêti, et même encore mieux que ce qui a été fait entre Kaido et Luffy, c'est-à-dire que le chapitre montre clairement l'égalité à laquelle Roger et Garp frappent Chebek, et les dégâts qu'ils leur ont tous les deux occasionnés. Ils ont tous les deux utilisé un Haki des rois assez puissant et avancé pour outrepasser le Domiriversi Dimmu et la combinaison du Haki des rois de Chebek. Donc pour une fois, il n'y a strictement aucune analyse ou traduction à faire. Ils se mettent factuellement d'accord pour tout donner, utiliser la moindre particule de Haki des rois qu'il possède dans une forme évoluée, que Luffy devra d'ailleurs maîtriser également. Garp et Roger ayant 40 ans à cette époque, sûrement au paroxysme de leur puissance, ils avaient évidemment toutes les raisons pour utiliser un tel Haki avec un tel niveau de maîtrise, car ce sont pas n'importe quel personnage. Considérons Roger comme le plus puissant des pirates et des combattants de son époque, pas de soucis, mais faut quand même pas minimiser l'importance des autres pour autant, surtout quand la scène est aussi parlante. Je pense que le Domiriversi ne peut pas atteindre les utilisateurs de fruits du démon. Quel est ton avis? Je trouve que c'est une très bonne idée, j'y ai pas pensé. Surtout si le Domiriversi est vraiment une malédiction comme le dit Garp, alors Immu ne pourrait pas maudire quelqu'un qui l'est déjà avec les fruits. C'est vrai que pour le moment, tous ceux ayant été corrompus n'avaient pas de fruits, les géants, les Davy et aujourd'hui Chebek, même si rien n'est confirmé encore le concernant, il semble ne pas avoir de pouvoir démoniaque. On pourrait aussi imaginer que le Domiriversi a donc les mêmes faiblesses que les fruits du démon, et donc qu'il soit sensible à l'eau. D'ailleurs, pour appuyer cette idée, le fait que le Haki soit la seule chose qui ait pu vaincre Chebek rappelle que seul le Haki peut vaincre les utilisateurs de fruits du démon, donc oui, gardons cette théorie en tête, elle est très cool. Est-ce qu'Immu pourrait être à l'origine de la maladie de Roger comme une malédiction? J'ai vu quelqu'un d'autre poser cette même question plus tôt, tourner comme si c'était en fait suite à ce combat-là que Roger était tombé malade. C'est un petit peu difficile à dire car Roger était vraiment malade et condamné que plus d'une dizaine d'années plus tard. Et d'un autre côté, il était malade mais pas le seul à l'être non plus, puisque Barbe Blanche 20 ans plus tard le sera également suite à sa vieillesse. Donc je trouve ça pas forcément incohérent qu'un truc sur God Valley ait pu maudire Roger, mais d'un autre côté, j'arrive pas à comprendre
comprendre l'intérêt d'Imu de faire ça. Peut-être pour qu'il n'accomplisse pas la volonté de Joy Boy et ne découvre le One Piece, ok, mais dans ce cas-là, vaut mieux le tuer. Ouais bon, j'avoue, cet argument ne va pas, ils auraient mieux fait de tuer Luffy avant qu'il n'éveille son fruit, mais ils l'ont pas fait. En tout cas, je vois ce que tu veux dire et je pense aussi que dans le fond, un truc aussi important que la maladie de Roger cache une histoire, tu vois, une particularité, et cette histoire pourrait être liée à Imu et ses pouvoirs mystiques et démoniaques. Le truc, c'est que si c'est vraiment le cas, pour nous lecteurs, l'impact est minime puisque le plus grand ennemi qu'Imu devait viser, c'était Luffy, pas Roger, qui est quand même parvenu à aller sur Laftel finalement et révéler l'existence du One Piece, etc., etc. Donc si c'est ça, il faudra que ce soit quand même bien justifié pourquoi il est tombé malade à cause d'Imu. Salut Goji, penses-tu que Barbe Noire peut voir les souvenirs de Garp via Pudding et son fruit du démon et réaliser son plan différemment ou même changer de plan? Oda pourrait nous faire voir la fin de God Valley ainsi. C'est exactement ce que j'ai dit dans le live react que j'ai publié hier, du coup, à tout moment, Teach utilise le pouvoir de Pudding pour voir les derniers instants de son père sur God Valley par la mémoire de Garp. C'est aussi à ce moment-là que son flashback pourrait avoir lieu, par exemple, et pour le coup, théorie mise de côté, scénaristiquement, je trouve ça trop stylé, ça colle, car Pudding, elle est bien sympa, elle peut lire les poneglyphes si son troisième œil est éveillé et tout, c'est sûrement ce qu'elle fera pour Teach, ok, mais ce pouvoir de lire les souvenirs, Oda l'a-t-il vraiment ajouté par hasard, juste pour l'arc de Whole Cake? Je pense pas, je persiste, de toute façon, si la fin de God Valley ne nous est pas montrée là dans les prochains chapitres, ça sera Garp qui le fera, et effectivement, même si Riley et Gaban semblent être restés sur l'île pour sauver leur capitaine, personne d'autre que Garp et Roger ne peuvent mieux nous révéler la fin de Chebek. Car n'oubliez pas qu'ils communiquaient grâce à la voix de toute chose, et ça, le seul qui pourra nous le révéler, c'est Garp. Riley et Gaban, eux, ne possédaient pas cette compétence. Nous arrivons à la fin les bros, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère de tout cœur qu'elle vous aura plu et que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. La semaine prochaine, post de One Piece, mais on se retrouve dans 2 semaines pour la suite de ce flashback qui va peut-être enfin toucher à sa fin. Je vous remercie à nouveau pour votre soutien et tout l'amour que vous m'apportez, je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous et de vos proches, peace les bros.